Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. En 2030, la Côte d'Ivoire sera un pays entièrement digitalisé. Une vision du président Alassane Ouattara mise en œuvre encore hier samedi à Korogo, dans le nord du pays. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a lancé la solution Émeraude. Elle permet une meilleure gestion électronique des courriers. La préfecture de Korogo a abrité la cérémonie de lancement. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a 60 ans, un complexe hôtelier chargé d'histoire qui a abrité les événements les plus importants de la vie de la nation. La tenue de ce soixantenaire a été annoncée à la presse. Les festivités seront pilotées par la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, un soixantenaire parrainé par le Premier ministre Patrick Hachi. Et puis, au Liban, au moins 4 personnes, dont un civil, ont été tuées lors d'affrontements survenus hier samedi dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban. Ce camp est le théâtre de combat entre les groupuscules islamistes et des combattants du Fatah, principale organisation palestinienne. Nouvelle tension diplomatique entre les deux pays avec les critiques du Premier ministre libanais à l'encontre du président palestinien Mahmoud Abbas pour ces nouvelles violences. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Et pour commencer, ce communiqué de la Commission électorale indépendante relatif aux élections sénatoriales du samedi 16 septembre 2023, un communiqué lu par Herman Guivet dans lequel la CEI donne les dispositions à prendre pour la bonne tenue de ces élections. Communiqué de la Commission électorale indépendante. Conformément aux dispositions du décret portant convocation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs en 2023, les électeurs et électrices concernés se rendront aux urnes le samedi 16 septembre 2023 afin d'élire 64 sénateurs. En prélude à la tenue de ce scrutin dans les 32 circonscriptions électorales, excepté celle du Guémont, la campagne électorale qui durera 4 jours sera ouverte ce lundi 11 septembre 2023 à 0h pour s'achever le jeudi 14 septembre 2023 à minuit. À cette occasion, la Commission électorale indépendante voudrait rappeler aux différents candidats et candidates que la période de propagande leur confère certes des droits, mais aussi des devoirs. La Commission électorale indépendante voudrait également inviter les uns et les autres à faire bon usage des documents électoraux à eux remis par ses soins et à battre campagne dans les limites de la réglementation en vigueur. Ils auront un égal accès aux médias de service public conformément aux dispositions légales et réglementaires sous le contrôle des organes de régulation. La Commission électorale indépendante sait compter sur le sens de la responsabilité et du civisme de tous et de toutes pour une campagne électorale apaisée. Et dans le chapitre éducation, les élèves reprennent demain lundi 11 septembre 2023 le chemin de l'école. Nouvelle année scolaire, nouveaux défis pour les parents, les élèves et les enseignants qui sont appelés à remettre le cœur à l'ouvrage. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Tel est le thème de cette année scolaire 2023-2024. La rédaction souhaite à tous une bonne reprise de l'école. Et puisque nous parlons de l'éducation nationale, le Conseil national de lutte contre la vie chère est à pied d'œuvre pour sensibiliser les maisons d'édition. Cela pour veiller au respect des prix réglementés par le gouvernement et de la disponibilité des ouvrages scolaires. Michel Mambo, Sogodogo. Lundi 11 septembre 2023, rentrée des classes pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. À quelques heures de la reprise des cours, les librairies sont prises d'assaut par les parents d'élèves et les prix pratiqués font grincer des dents. Alors là, c'est salé. Les coûts sont très élevés. Cette année, les coûts sont élevés, mais on n'a pas le choix. On est obligé de les acheter. Les prix des manuels scolaires édition locale sont pourtant réglementés par le gouvernement. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Anididis Bakone, prend donc son bâton de pèlerin. Direction les maisons d'édition pour s'assurer qu'en plus de la disponibilité des manuels scolaires, les prix réglementés par le gouvernement sont respectés. Ces prix sont homologués. Pour qu'on arrive à l'homologation, il y a une intervention de l'État à différents niveaux. Au niveau de la conception et donc de l'appui à la production. Au niveau du financement aussi, pour que dans certains cas, dans les zones reculées, les zones rurales ou les zones où il y a des populations les plus vulnérables, puissent avoir gratuitement certains manuels scolaires, donc en termes de financement, à travers donc, la distribution des kits scolaires. Et puis, par le renoncement à appliquer des taxes également sur les livres. Donc, toutes ces mesures conjuguées doivent amener, en tout cas, à faire en sorte que les livres restent disponibles à un prix abordable
Nous encourageons les parents à s'adresser à des libraires professionnels. Ceux-là pratiquent des prix homologués, les prix donc qui sont arrêtés en concertation pour la collection école et développement en concertation avec l'État. Et c'est ce prix-là qu'ils doivent payer, qu'ils soient à Abidjan comme à Korogo. Rentrée scolaire 2023-2024, des dispositions sont prises par le gouvernement pour assurer une bonne année scolaire aux apprenants. Le numéro vert reste toujours ouvert, le 1343 pour signaler tout abus. Du côté de la sous-préfecture de Fungbeso, dans le département de Touba, les parents d'élèves sont soulagés. La localité dispose désormais d'un collège de proximité, une infrastructure de type 2 pour maintenir les élèves auprès de leurs parents, mais aussi pour lutter beaucoup plus efficacement contre les grossesses en milieu scolaire et promouvoir la culture de l'excellence. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure née du C2D, le contrat de développement et de désendettement, a été présidée par le ministre Moussa Sanogo, cadre de la région du Bafing. La correspondance de Mamadou Kouassi. Voici le collège moderne de Fungbeso dans le département de Touba. Un établissement public à base 2, comprenant 2 classes de tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Une infrastructure réalisée dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Ce collège, en plus de maintenir les enfants sur place, permettra d'améliorer davantage les résultats scolaires. Les histoires de grossesse en milieu scolaire, tout cela, ça sera banni. Vraiment, c'est une immense joie pour la population. Vraiment, ce n'était pas facile. Au point qu'il y a plein d'élèves qui ont été déscolarisés par manque de moyens. Parce qu'envoyer son enfant très loin de soi, ça suppose qu'il faut débourser de l'argent supplémentaire pour d'éventuels hébergements. Le projet de construction et d'équipement des collèges de proximité du C2D, ce sont à ce jour près de 100 collèges construits, achevés et ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Une trentaine est en cours de construction et 28 autres portés donc sur le 3e contrat de désendettement et de développement. Une grande satisfaction qui peut se lire sur le visage des parents et des élèves qui étaient par le passé orientés à Touba ou à Bienkouma après la classe du CM2. En inaugurant le nouveau collège, le ministre Moussa Sanogo rappelle aux parents l'importance de la scolarisation des jeunes filles avant de les exhorter à prendre soin de ces ouvrages réalisés grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Un bel établissement pareil qui va donner donc l'opportunité à des enfants d'apprendre et aussi donc de pouvoir se tracer un chemin dans la vie. Je pense que c'est une excellente chose. Je voudrais donc en profiter pour saluer la qualité de notre coopération avec la France dans le cadre du CDD qui permet donc de réaliser ce bâtiment. Pour encourager parents et élèves à sauvegarder l'environnement, une opération de planting d'arbres a été lancée au sein du nouveau collège moderne. Avant ces différentes étapes, Moussa Sanogo a visité l'école primaire de ce village qu'il a entièrement réhabilité à la demande des populations. Depuis un peu plus d'un mois, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la suppression du tronc commun au niveau des sciences de la santé. Quelles sont les raisons qui motivent cette décision? Dans le cadre du Dimanche Magazine ce 13h, Herman Guivet a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara pour en parler. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. C'est-à-dire l'école préparatoire aux sciences de la santé a été supprimée. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de ramener dans les UFR des sciences de la santé la formation en première année, tout simplement. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que ces formations-là auront lieu dans les 4 UFR des sciences de la santé, à savoir les UFR de médecine, pharmacie, odonto de l'Université Félix Kouabagny de Cocody et l'UFR sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Et plus tard, d'ailleurs, on ouvrira d'autres UFR des sciences de la santé, notamment à l'Université de Mans, à l'Université de Korogo, à l'Université de San Pedro et après à l'Université de Bondoukou. La deuxième raison, c'est de corriger un certain nombre de dysfonctionnements dans notre système de formation en sciences de la santé. Alors, la première chose, c'est qu'on résout le problème des heures complémentaires parce que actuellement, tous les cours qui se font à l'EPSS sont comptabilisés comme des heures complémentaires, avec tous les problèmes que cela sous-tend, notamment le fait que ça grève le budget de l'Université Nangui-Abroukwa. Ensuite, la deuxième raison porte sur le taux de réussite. Alors, à l'EPSS, le taux de réussite est très très bas, ce qui induit ce que nous on appelle des pertes en année étudiante, c'est-à-dire autant de pertes d'argent pour
de la formation, autant d'années étudiants perdus. Il faut faire en sorte que ce taux de réussite-là soit revu à la hausse, soit amélioré. Ensuite, il y a l'amélioration de la qualité des enseignements. On est dans une situation actuellement à l'EPSS où, par exemple, pour 2430 étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'année 2019-2020, il n'y a que 2 amphithéâtres. Que 2 amphithéâtres. Que 2 amphithéâtres. C'est-à-dire que pour chaque amphithéâtre, on a 1215 étudiants. Alors 1215 étudiants, même si c'est des amphis de 1000 places, vous comprenez bien qu'il y a un trop plein d'étudiants dans l'amphi, ce qui donc il faut désengorger ces amphis. Voilà, ça a un impact négatif sur la capacité d'apprentissage et d'absorption de connaissances des étudiants. Ensuite, le nombre d'étudiants est si pléthorique qu'on n'arrive pas à faire des travaux dirigés, des travaux pratiques dans des petits groupes. Parce qu'imaginez-vous 2400 étudiants, si on fait des petits groupes de TDTP, c'est 30 étudiants en moyenne par groupe de TDTP. Ce qui nous ferait 80 groupes de TDTP, mais c'est ingérable, aussi bien en infrastructure qu'en capacité d'encadrement. Une autre raison qui a motivé la suppression de l'EPSS, c'est le fait que quand vous regardez le nombre d'admis en licence 2 en sciences de la santé, ça oscille entre 300 et 500. Alors, entre 300 et 500, même si on prend une moyenne de 400, alors vous vous imaginez le nombre de médecins qui est formé. Si je prends par exemple la situation actuelle, si on fait une projection sur l'horizon 2030, ça va nous faire environ 3200 médecins. Alors que les besoins, compte tenu de la construction de nouveaux hôpitaux en Côte d'Ivoire depuis le programme 2018, alors on se retrouve avec un besoin de 8500 médecins. Et là où, si on laisse faire, on va se retrouver avec 3200 au meilleur des cas. Donc, on sera largement en dessous de ce qu'il faut comme personnel dans nos hôpitaux. Alors, donc, il y a toutes ces raisons qui ont motivé ce choix-là. Dans le reste de l'actualité, la ville de Korogo a abrité récemment le lancement de la solution Émeraude, une solution née de la volonté du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Elle vise à digitaliser la gestion des courriers. La cérémonie a été aussi marquée par la remise d'une salle multimédia pour la formation du personnel de l'État à ce nouveau dispositif. Siekwasi, Frédéric Oulaï, Sidonie Davila. Voici la nouvelle salle multimédia de la préfecture de Korogo. Elle est équipée de matériel informatique composé d'ordinateurs et d'imprimantes ultra performants ainsi que de connexions Internet haut débit. Ici, les chefs de service et leurs collaborateurs pourront se relayer pour recevoir les rudiments nécessaires pour la parfaite maîtrise de la solution Émeraude de gestion électronique du courrier. C'est un don du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Objectif, permettre à ses agents d'entrer dans la nouvelle vision du président de la République, Alassane Ouattara. Cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire digitalisée que nous prévoyons à l'horizon 2030. Cette vision, c'est une Côte d'Ivoire zéro papier en 2030, vision qui est mise en œuvre par le Premier ministre, qui a permis la création donc, du Comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire, un outil qui permet donc de mettre de la cohérence, de faire de la mutualisation et d'optimiser tous les projets de digitalisation qui étaient logés à l'intérieur des différents ministères. Grâce à cette nouvelle technologie, le personnel administratif de Korogo verra son rendement amélioré et le poids du travail réduit. On aura beaucoup de gains. D'abord, des gains en termes de productivité. Vous voyez que le courrier va circuler de façon électronique, il va pouvoir être partagé de façon électronique, donc accéder simultanément par plusieurs personnes. Donc ça permettra à chacun vraiment de démarrer donc, les opérations qu'il a à faire en relation avec ce courrier en toute autonomie. La dématérialisation va permettre de traiter le courrier en mobilité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément besoin d'être physiquement présent pour pouvoir donc faire les opérations qu'on a à faire sur un courrier, évidemment avec toute la sécurité. À l'issue de l'opération, le ministre Amadou Koulibaly a également visité le service courrier. Étape finale de sa visite, la salle de formation pour s'assurer du bon déroulement du processus. La solution Émeraude va s'étendre après Abidjan, dans le sud du pays, à Korogo, dans le nord, et très bientôt à Bouaké, dans le centre, avant Daloa, dans le centre-ouest. À quelques pas de Korogo, les populations de Fronan, dans le département de Katiola, auront dans 6 mois 5 km de bitumage. Le ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial auprès du président de la République, a lancé les travaux. Des travaux dont le coût global est estimé à 2,8 milliards de francs CFA. Laure Goretti, Soro Corona.
Les populations de la commune de Frouna dans le département de Katoula en fête. La localité va bénéficier de 5 km de bitumage de la voirie principale et de plusieurs rues. C'est le ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial près du président de la République Alassane Ouattara, qui a lancé les travaux. À partir de maintenant, Frouna sera encore plus beau. Donc avec les voies bitumées, bien évidemment, les populations vont davantage se mêler et être beaucoup plus ensemble. Et là, le vivre ensemble trouve tout son sens ici à Frouna. Le parrain Kinapara Koulibaly, fils de la région, et les autorités de la commune ont exprimé leur joie et leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Des mots de reconnaissance envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, parce qu'aujourd'hui, il a permis qu'un rêve vieux de plusieurs dizaines d'années des populations de Frouna, d'avoir de la voirie bitumée, c'est le Président de la République qui a permis que nous puissions faire ce lancement de travaux aujourd'hui et que dans 8 mois, ce rêve soit une réalité. Les travaux de construction de cette infrastructure routière vont coûter 2,8 milliards de francs CFA entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est une entreprise ivoirienne qui exécute les travaux de bitumage de la voirie de Frouna qui seront livrés dans 6 mois. Et nous vous le disions en titre, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a 60 ans, un complexe hôtelier chargé d'histoire qui a abrité les événements les plus importants de la vie de la nation. La tenue de ce soixantenaire a été annoncée à la presse. Les festivités, pilotées par la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, sont parrainées par le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Achi. Serge Pakom-Didi, Devisoyo. Ouvert en septembre 1963, le Sofitel Hôtel Ivoire comptabilise 60 ans d'existence. Des années que ne veulent pas passer sous silence les responsables de ce joyau architectural et hôtelier. Au cours d'une rencontre avec la presse, les responsables de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État ont annoncé officiellement les festivités marquant cette célébration. L'infrastructure qui nous accueille ce jour, dont nous allons célébrer le soixantenaire cette année même, est bâtie en bordure de la lagune Ébrié, sur une superficie de 22 hectares. L'hôtel Ivoire est l'un des hôtels phares du continent africain. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage aux différents responsables et agents qui ont servi et maintenu la notoriété de cet établissement de marque, sans oublier et de premier abord au père de la nation, au président Félix Houphouët-Boigny, ainsi qu'au président Alassane Ouattara, qui en a assuré la réhabilitation. Un soixantenaire haut parrainé par le Premier ministre Patrick Achi et co-parrainé par la tutelle, les ministres de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et celui du Tourisme. Vu tous les efforts consentis par les différentes tutelles qui se sont succédées, M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme, ne peut que s'associer à cet heureux événement. C'est un établissement emblématique. L'hôtel en lui-même n'est pas un produit, mais ici en Côte d'Ivoire, vu son passé glorieux, vu tous ceux que l'établissement a accueillis ici, peut être finalement constitué comme un produit d'appel. Nous avons un fleuron qui a été bâti depuis 1963 et donc il y a eu des rénovations. Tout ceci a été fait et on a repris ce fleuron-là. Et donc c'est tout à fait normal que nous soyons heureux de fêter un tel anniversaire. Plusieurs activités marqueront ces festivités qui auront lieu en décembre 2023, notamment la décoration des agents qui ont servi et contribué à maintenir le prestige de l'établissement hôtelier. Dans le chapitre religion, intéressons-nous ce soir au tourisme religieux. Autour de la foi, se sont développées plusieurs activités commerciales qui font vivre de nombreuses familles. On les rencontre autour des sanctuaires, aussi bien à Fatima au Portugal qu'à Lourdes en France, et même le long du circuit de Compostelle. Les commerces de souvenirs, les hôtels, les compagnies de transport, tous dépendent de la visite des milliers de pèlerins qui viennent découvrir ces lieux saints. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur tente de valoriser les sites religieux chrétiens. Quand la foi fait vivre, un sujet de Didier Nguessan. Sanctuaire de Fatima au Portugal. Il accueille chaque année entre 5 et 6 millions de pèlerins. Autour de la foi s'est développé un tourisme religieux qui fait vivre l'essentiel des 12 000 habitants de Fatima.
Oliviera, 59 ans, dont 40 en tant que vendeuse, a hérité cette échoppe de souvenirs de sa famille. La transmission d'une génération à une autre est l'une des conditions du sanctuaire pour s'y installer. Oliviera est de la 3e génération. La nationalité peut-être le plus habituellement, ce sont les Brésiliens. Ensuite, on a les Italiens. Les Espagnols viennent. Alors, les Espagnols, ils aiment bien marchander tout le temps, acheter un peu moins cher. Ils aiment bien toujours négocier. Les Portugais, ça dépend. Des fois, c'est des familles. Des fois, madame dit qu'il y a un peu moins d'argent. Donc, ils achètent des choses un peu plus petites que cela. Et les Ivoiriens aiment bien aussi acheter des bons souvenirs et repartir avec des bons souvenirs de Fatima. Vicente, 46 ans et 23 ans au service des pèlerins, leur fait visiter les recoins de la ville sainte à bord de ce train. Tarif adulte, environ 4 000 francs CFA et 2 200 francs pour les enfants valables toute la journée. C'est le grand plan de Fatima où justement le petit train s'arrête habituellement. Donc tous les endroits d'intérêt, donc la gare des bus, le sanctuaire. Paola transporte en moyenne 200 visiteurs par jour. Ceux-ci sont logés dans le rayon du sanctuaire. Sur cette rue commerciale, une seule famille possède la plupart des hôtels. Nelson Batista, guide depuis une quinzaine d'années, nous retrace l'histoire et l'essor de l'hébergement. Les gens commencent à construire donc, déjà des restaurants, des endroits pour accueillir les gens, pour dormir. Et ça commence comme ça. Et les gens qui le font, ce sont surtout les gens qui sont propriétaires des terrains. Et là, on va commencer à avoir un accueil professionnel qui commence petit à petit à se mettre en œuvre et beaucoup d'investissements qui finissent par avoir dans des hôtels comme ça modernes. Alors les petites boutiques, ça s'est organisé au fil des temps. Une partie des terrains, ils les ont négociés avec des gens d'ici et en échange, ils leur ont donné un petit espace dans une échoppe. À Nazaré, au lieu du miracle marial portugais au XIIe siècle, détient le record Guinness de la plus haute vague surfée au monde avec 26 mètres. Profitant de cette excursion, les pèlerins ivoiriens font les boutiques. Je suis venue avec 1000 €. J'ai déjà acheté ma Vierge de Fatima, une grande Vierge que je vais mettre dans ma grotte. Pour les filles, j'ai pris des sacs comme ça. Voilà, c'est ça que je porte. Voilà. Je l'ai eu à 20 €. Ce que je recherche, c'est les broderies fait main. Pas prévu du tout, mais c'est on regarde quand vraiment ça nous attire et on prend. On achète sans repli, bénéficiant d'une franchise bagage supplémentaire. Avantage accordé par les compagnies aériennes à cette agence de voyage partenaire. Des pèlerins ivoiriens aussi viennent à l'étranger. Ils profitent pour prendre certains objets, d'abord les objets de piété, en dehors des prières, prendre des objets de piété, mais également marquer des souvenirs de la localité. Ici, par exemple, nous sommes à Nazaré. Ici, c'est la pêche. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gadgets qui sont relatifs à la pêche que les gens se procurent en souvenir. Les pèlerins ivoiriens bénéficient de subventions de la part de la Direction générale des cultes. Oui, en moyenne, ça va chercher dans les 2 millions. C'est au moins 1 500 000 francs parce que c'est généralement au moins 10 jours de tourisme. Il y a le billet d'avion et il y a également la restauration, l'hébergement et toute la logistique qui va avec. Voilà. Cette agence ivoirienne fait voyager en moyenne 500 pèlerins par an, aussi bien en Europe qu'au Proche-Orient. Andorre, petite principauté nichée entre l'Espagne et la France, est connue pour sa politique de défiscalisation sur plusieurs produits. Une escale de choix pour les emplettes. En France, dernière étape de ce circuit religieux, le sanctuaire de Lourdes accueille 5 millions de pèlerins par an. Pour transporter ce monde, des cars sont affrétés. Carlos travaille pour une de ces compagnies. Entre les trajets et l'histoire des villes traversées, il connaît la carte de l'Europe du bout des doigts. Le transport de Lisbonne à Lourdes, plus de 1100 km pour 2 semaines de séjour, est facturé par cette compagnie, selon Carlos, à près d'1 300 000 francs CFA. Les pèlerins retournent en Côte d'Ivoire. Sur place, il existe des circuits religieux. Au sanctuaire marial d'Atekoubé, une centaine de catholiques se préparent pour un pèlerinage. Le circuit national les mènera d'Abidjan à Ravia avec des escales à Daloa et Diabo. D'autres villes comme Issia où la Vierge Marie est apparue et Yamoussoukro avec sa basilique attirent également du monde. On a des sites
naturelle, bâtie par nos autorités, qui mérite d'être visitée, qui mérite d'être connue. Et donc nous avons reçu instruction, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, afin de commencer à faire la promotion de ces sites donc à travers des circuits. Le tourisme religieux est encore embryonnaire en Côte d'Ivoire. Si quelques sites sont répertoriés, le travail mémoriel fait défaut. Il n'existe pas de réceptif hôtelier dédié aux pèlerins et les commerces de souvenirs sont quasi inexistants. Et toujours dans le chapitre religion, la ville de Bouaflé accueille l'édition 2023 du camp national du département des femmes de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire. Cadre de prière et d'enseignement, l'ouverture de ce camp dénommé Camp des Déborah a enregistré la participation de plus de 3000 femmes venues de toutes les contrées de notre pays. Les travaux de réflexion ont tourné autour du thème « Les Déborah, actrices de développement durable ». Le reportage est signé Djeneba Ouattara, Soro Corona. Plus de 3000 femmes de l'EERC, Église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire, rassemblées à Bouaflé, département de la région de la Marawi. Ces femmes venues des différentes localités du pays participent au camp de prière, d'édification et d'enseignement dénommé Camp national des Déborah. Une rencontre spirituelle qui se tient chaque 2 ans pendant les vacances scolaires. L'initiative du département des femmes de l'EERC se tient cette année autour du thème « Les Déborah, actrices de développement durable ». Il s'agit de permettre à la femme chrétienne de s'engager sur le chemin du développement. C'est l'heure du développement, le coup d'envoi d'une nouvelle identité pour nous, Déborah de l'Eure. Au sortir de ce camp national, chaque femme chrétienne sera une femme d'influence, une femme entrepreneur de qualité. Plusieurs responsables de l'église évangélique du Réveil ont rehaussé de leur présence l'ouverture de ce camp en guise de soutien aux femmes. Autorités religieuses et participantes se réjouissent de la tenue de ce cadre de méditation. Les camps, ça me fait beaucoup de bien. Il y a un changement au fait. Quand on va au camp, on prend des souvenirs qu'on envoie dans nos églises pour changer un peu nos différents cultes, nos différentes réunions. Nous avons besoin du développement et à travers ces enseignements, elles doivent alors s'engager vraiment pour que l'Église s'engage dans le développement. Et comme vous le savez, quand la femme s'engage, l'homme est obligé de s'engager. Des prières, cantiques, offrandes et enseignements ont constitué les temps forts de ces camps. Les Déborah ont en projet la construction d'un complexe hôtelier. Leur premier camp a eu lieu en 2013 à Mans. Dans la Bible, Déborah est une femme vaillante qui, par des astuces, a permis au peuple d'Israël de vaincre l'ennemi. Le monde a été marqué cette semaine par des actualités brûlantes. Voyons l'essentiel de ces 7 derniers jours dans le 7 sur 7 avec Souleymane Doni Sangou. Au Gabon, 5 jours après le coup d'État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment sur une charte de transition en tant que président de la transition. Il s'est engagé à préserver en toute fidélité le régime républicain, à respecter et à faire respecter la charte de la transition et la loi. L'Arabie Saoudite a annoncé mardi dernier qu'elle allait poursuivre la réduction de sa production de pétrole pour 3 mois supplémentaires. Une décision similaire a été prise par la Russie quelques instants plus tôt. La première réduction de l'Arabie Saoudite avait été annoncée en juin à l'issue d'une réunion de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP. Le premier sommet africain sur le climat s'est achevé avec l'adoption de la déclaration de Nairobi destinée à concrétiser les potentiels du continent pour une croissance verte. Les dirigeants africains ont appelé la communauté internationale à les aider à promouvoir le potentiel du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers des investissements, une réforme du système financier international. Dans son arrêt rendu le 7 septembre dernier à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme estime que la France ne doit pas mettre à exécution son décret d'extradition délivré en 2020 sans réexamen dans le contexte présent de l'atmosphère politique au Burkina Faso. Un pays où François Compaoré, le frère de l'ex-président burkinabé, fait l'objet de poursuites pénales pour incitation à l'assassinat. Selon la CEDH, les garanties données par Ouagadougou à l'époque n'ont pas été renouvelées. Au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués dans 2 attaques terroristes selon un bilan encore provisoire au Mali. Cette offensive a visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du pays. Un deuil national de 3 jours a été décrété.
Le bilan s'est alourdi au Maroc. Environ 2000 personnes sont mortes et plus de 2000 autres ont été blessées dans le séisme qui a frappé le pays. Des dégâts énormes sont enregistrés. Au terme du séisme, les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées, selon les précisions du ministère de l'Intérieur. Au Liban, au moins 4 personnes, dont un civil, ont été tuées lors d'affrontements dans ce camp de réfugiés. Des combats opposent des groupuscules islamistes à des combattants du Fatah, principale organisation palestinienne. Le Premier ministre libyen Najib Mikati a proféré des critiques à l'encontre du président palestinien Mahmoud Abbas pour sa nouvelle violence. Nous sommes au terme de ce journal. Ainsi va le monde. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.